1h30 et l'interprétation est disponible en espagnol et en français. Les personnes qui sont ici présentes en personne peuvent aussi utiliser l'interprétation. Il vous suffit pour cela de rejoindre le lien Zoom et de cliquer sur l'interprétation pour pouvoir accéder à l'interprétation en français ou en espagnol. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Donc, l'événement que nous allons célébrer aujourd'hui est lié à la santé, la biodiversité et le genre et très lié aux discussions qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc, je voudrais juste revenir rapidement sur certaines des conversations de la CDB. Donc, lors de la session numéro 15 de la CDB sur la décision 1529, il y a eu notamment donc la reconnaissance du droit humain à un environnement propre et non pollué. Par ailleurs, lors de l'UNEA, il y a aussi eu des résolutions sur ce sujet, notamment la résolution 5/8, qui a décidé qu'il y aurait un groupe de travail à composition ouverte, préparer des propositions pour le panel scientifique et politique pour le début 2022, avec l'ambition de compléter ce travail pour la fin 2024. Donc, si l'on revient à la CDB, sur la décision 14/4, au paragraphe 13b et c, il y a donc des détails sur les messages ciblés et le projet global de plan d'action et une version actualisée du plan d'action global sur la biodiversité et la santé, donc qui a été partagé en janvier 2024 pour collecter des contributions. Et donc, on voulait discuter avec vous de ce qui se passe sur ces sujets-là et notamment sur les autres sujets qui sont liés. Donc, on a l'UNEA, la CDB, mais aussi le travail de conversation sur les produits chimiques, les pollutions euh, et les sujets liés. Et donc, nous voulons avoir cette conversation pour discuter des liens entre ces différents éléments de notre travail. Euh, et nous voulons aussi mettre l'aspect social sur la table. Donc, quelles sont les lacunes qui existent quand on parle de biodiversité et de santé, si l'on regarde depuis un point de vue social et culturel? Donc, on a un panel incroyable aujourd'hui et on veut vraiment avoir une conversation interactive. Donc, on va pas avoir de PowerPoint. Et nous allons avoir un message des collègues de la CDB. Et donc, Sherika est avec nous. Oui, je suis là. Merci infiniment, Sherika. Donc, Sherika nous rejoint depuis la Jamaïque. Et donc, tout d'abord, nous voudrions commencer en rappelant l'objectif de l'événement. Minal, si tu peux mettre cela à l'écran. Partir un petit peu du contexte. Donc, pour faire face à la crise planétaire qui
est lié au climat, à la biodiversité et aux produits chimiques et aux pollutions. Il nous faut une approche holistique. Et pour faire face à la perte de biodiversité avec une approche One Health, donc une seule santé, il est crucial de reconnaître l'importance de préserver les écosystèmes et les habitats et de promouvoir des pratiques durables qui minimisent l'impact des activités humaines sur l'environnement. Cela inclut notamment de réduire les pollutions, les déchets et de promouvoir une agriculture durable et des pratiques durables de pêche et la protection des ressources naturelles. Je voudrais aussi partager un message de Marianela Araya Quesada du secrétariat de la CDB, qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre car elle travaille encore sur la session plénière. Mais donc, Marianela est ingénieure en biotechnologie et titulaire d'une maîtrise en biosécurité dans le domaine de la biotechnologie végétale. Elle a commencé sa carrière en travaillant pour le secteur privé dans le domaine de la biotechnologie industrielle et de traitement des eaux usées au Costa Rica. Ensuite, elle a commencé un stage post-doctoral à l'université, à l'unité de biosécurité du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie. Elle a aussi travaillé au PNUE et maintenant à la CDB. Et nous allons donc euh, écouter maintenant Marianella. Donc, Marianella, sur plusieurs sujets différents. Donc, on m'a demandé de commenter 3 points aujourd'hui. Je commencerai par quelques réflexions sur la façon dont l'approche fondée sur les droits a été intégrée dans le plan d'action mondial et comment elle garantira les avantages d'un environnement sain pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les communautés vulnérables. Merci beaucoup aux organisatrices d'avoir invité le secrétariat de la CDB pour faire partie de cet événement. Et donc, on m'a demandé de commenter 3 points aujourd'hui. Et je voudrais commencer par euh, parler de la façon dont l'approche fondée sur les droits a été intégrée dans le plan d'action mondial et comment elle garantira les avantages d'un environnement sain pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les communautés vulnérables. Le plan d'action mondial reconnaît que lutter contre la perte de biodiversité contribue à la réalisation des droits humains, y compris le droit à la santé et à un environnement propre, sain et durable. Cela va dans le sens des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi du CMB. Le plan note également que la dégradation de l'environnement et la perte de biodiversité contribuent aux inégalités en matière de santé, en particulier pour les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il note également les premiers effets que la dégradation de l'environnement peut avoir sur les peuples autochtones et leurs relations uniques avec nos systèmes locaux, y compris sur leur santé physique, mentale et spirituelle, ainsi que leurs pratiques et systèmes de guérison. J'ajouterais que le plan, en accord avec le CMB, propose également une approche impliquant l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la société. Par conséquent, la participation de tous les acteurs de la société garantira la prise en compte d'une perspective et d'une relation unique avec les éléments qui font partie du lien entre la biodiversité et la santé. Ainsi, par exemple, le plan note que la contribution de participation significative et active de tous les acteurs
reconnaît les contributions uniques et les rôles différenciés que certaines d'entre eux peuvent avoir dans l'intégration de la biodiversité et de la santé, comme par exemple le rôle social que les femmes jouent dans la santé familiale, n'est-ce pas? Enfin, le plan reconnaît également l'importance de la responsabilité de genre et de l'équité intergénérationnelle et demande que ces deux aspects importants soient pris en compte dans les actions d'intégration de la diversité et de la santé. On m'a également demandé de réfléchir aux mesures spécifiques qui découlent du plan actuel pour lutter contre la pollution plastique et l'impact à la fois sur la biodiversité et la santé humaine, et en particulier qu'elle a sur les femmes. Je dirais donc que le plan reconnaît que la pollution sous toutes ses formes est nuisible à la diversité, à la santé des systèmes et à la santé des personnes, et qu'il note que la pollution a un impact sur la capacité de la biodiversité à contribuer à des services tels que pur, l'eau, la pollinisation, la régulation pardon, des ravageurs, la fertilité des sols et bien d'autres encore. Je dirais donc que dans l'ensemble, le plan reconnaît que les contributions de la nature aux humains peuvent être négativement influencées par la pollution. C'est dans cet esprit que le plan propose une série d'actions visant à intégrer la biodiversité et à la maintenir ou à la relier dans le contexte de la pollution, et ce en tenant compte de l'objectif 7 du CMB, qui appelle à réduire la pollution à des niveaux qui ne nuisent pas à la biodiversité, y compris, mais sans s'y limiter, en travaillant par exemple à l'élimination de la pollution par les matières plastiques. Ainsi, même si le plan lui-même n'est pas un plan sur la pollution, il fournit des points d'entrée et suggère une démarche que les pays peuvent suivre pour faciliter la prise en compte de la biodiversité et de ses liens lorsqu'ils s'attaquent à la pollution. Le plan suggère par exemple l'importance de la sensibilisation à ces impacts négatifs de la pollution, y compris bien sûr la pollution liée au plastique, ce qui, ajouté à l'approche multisectorielle promue par la plante en accord avec la promue par le plan en accord avec l'approche d'une seule santé et avec l'approbation inclusive de l'ensemble du gouvernement et de l'ensemble de la société, qui est également incluse dans le plan en accord avec le CMP, devrait soutenir des opportunités pour les différents acteurs de s'impliquer réellement dans ces aspects. Grâce à ces mécanismes participatifs qui seront mis en œuvre en fonction des circonstances et des priorités nationales, les différents acteurs auront la possibilité de jouer un rôle dans la manière dont ils peuvent faire en sorte que les actions de lutte contre la pollution présentées dans le plan tiennent compte des considérations et des points de vue de tous les membres de la société, y compris, bien entendu, des femmes. Le dernier point sur lequel il a été demandé de s'exprimer et comment la CDP peut-elle travailler avec les gouvernements et les détenteurs de droits pour assurer la mise en œuvre effective du plan d'action, en particulier au niveau local où les femmes et les groupes vulnérables sont les plus touchés par la perte de biodiversité et la dégradation de l'environnement. Eh bien, à cet égard, une fois que la COP aura pris une décision sur le plan, ce qui se produira plus tard dans l'année, la CDB soutiendra les parties dans sa mise en œuvre en suivant toutes les orientations qui pourraient être données au secrétariat par la COP. Le plan sera donc effectivement mis en œuvre au niveau national en tenant compte des circonstances et des priorités nationales. Toutefois, il convient de noter qu'il peut également être utilisé par d'autres acteurs et parties prenantes, telles que par exemple les acteurs multilatéraux sur l'environnement, d'autres projets et initiatives qui travaillent également à l'intégration de la biodiversité et de ses liens. Leur soutien et la mise en œuvre du plan peuvent en fait être bénéfiques en ajoutant et en soutenant les efforts qui sont faits au niveau national. À cet égard, je pense que le secrétariat de la CDB peut jouer un rôle important en facilitant le processus de diffusion, de compréhension et d'adoption du plan d'action par ces autres acteurs. Comme je l'ai mentionné, le mandat pour un engagement de la CDB dans la mise en œuvre du plan viendra de la COP, mais il pourrait inclure, par exemple, des activités de soutien au niveau national, régional ou mondial pour faciliter la compréhension du plan. À cet égard, je pense que les activités qui pourraient promouvoir le partage des leçons et des expériences dans les différents contextes pourraient être particulièrement utiles pour soutenir l'utilisation du
plus large du plan par les parties prenantes de la biodiversité. Merci beaucoup, Minal. Donc, c'était les réponses de Marianella aux questions que nous lui avons posées. Et maintenant, je voudrais marquer le début de ce dialogue. Donc, nous allons maintenant pouvoir écouter Sherika. Sherika Whitelock Balancing de l'organisation Carpine, qui nous rejoint depuis la Jamaïque. Elle est ici avec nous sur Zoom. Et nous avons aussi euh, Christina Romanelli de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle est le point focal pour la biodiversité du Centre mondial pour la médecine traditionnelle et coprésidente du groupe de travail d'experts OMS-UICN sur la biodiversité, le changement climatique et les solutions fondées sur la nature. Sherika Balancing, donc qui travaille pour Carpine, et Alan Valdez, qui fait partie du euh, Global Youth Biodiversity Work. Donc, Christina, je voudrais tout d'abord te demander, donc, on prend la perspective de l'OMS. Donc, comment la définition et l'opérationnalisation de l'approche Une seule santé ont-elles été élargies dans la pratique et quels sont les angles morts qui apparaissent? Merci beaucoup pour cette question. Allez, en effet, je crois qu'elle est nécessaire hein, en ces temps-ci. Donc, on a entendu Marianella parler donc du cadre mondial pour la biodiversité qui appelle une approche depuis les gouvernements, mais depuis toute la société, une approche donc du One Health. Cette approche n'est pas nouvelle. Il faut bien rappeler que nous avons travaillé là-dessus depuis déjà des décennies. Toutefois, il y a de nouveaux éléments sur la manière dont on opérationnalise cette approche One Health. Alors, cette aventure hein, a commencé il y a 2 ans environ. Bien entendu, j'imagine que vous vous rappelez de cette pandémie. Hein. J'imagine que vous avez entendu parler du Covid-19. Eh bien, ce temps-là nous a mené vraiment à réévaluer les choses, la manière dont nous fonctionnons pour vraiment prévenir et répondre à ce type de maladie. Nous avons donc commencé à regarder les zones de flou, hein, ce que nous n'avions jamais regardé. Et c'est ce que nous avons commencé à appeler les environnements déterminants pour la santé. Et ce sont des espaces qui, en général, sont les plus touchés par la perte de biodiversité, par la pollution. Et donc, ces zones hein, de flou doivent être intégrées, c'est ce que nous avons fait dans cette approche One Health. Nous avons donc créé des synergies, des collaborations avec différentes organisations internationales, dont le Programme pour l'environnement des Nations Unies, afin que nous ayons une collaboration étroite hein, pour faire face à ce type de situation et puis, à l'avenir, commencer à réfléchir comment attaquer vraiment, hein, nous aborder ces défis depuis la racine. Hein, comment on s'attaque directement aux sources de ce type de pandémie, par exemple. Et pendant que nous faisions ce travail, eh bien, nous avons également établi, créé un panel d'experts qui puissent donner des conseils et orienter le travail et les actions de différentes agences autour de l'approche One Health.
C'est ce qu'on appelle donc hein, le panel de hauts experts en environnement. Et donc, c'est un point, une étape très importante car c'est la première fois dans toute l'histoire que nous avons eu une définition commune à tous les organes des Nations Unies. Et cela nous a permis vraiment de regarder de près ces zones déterminantes pour la santé. Et donc vraiment prendre en compte toutes les conditions nécessaires pour le bien-être et la santé. Donc voilà un peu le contexte de comment cela a évolué ces dernières années. Et récemment, nous avons eu un plan d'action conjoint sur One Health qui, pour la première fois, a aussi intégré ces composantes environnementales et qui vraiment donc intègre tous les piliers nécessaires pour l'environnement. En décembre dernier, hein, lors de la COP, nous avons lancé un guide pour un guide et des orientations pour vraiment soutenir la mise en œuvre de son plan d'action. Donc, vous pouvez voir tous les liens, les connexions entre ces différents espaces. Alors, vous me parliez de l'OMS. Alors, bien entendu, il y a eu également au sein de l'OMS un changement important. L'OMS a ses assemblées hein, qui sont équivalentes à la COP, mais pour la santé. Et donc, il y a deux résolutions que je souhaiterais souligner ici aujourd'hui. La première, c'est une résolution sur les peuples autochtones concernant la santé des peuples autochtones. Et l'autre résolution a à voir à la pollution, avec la pollution et les déchets chimiques. Alors, comment ces deux conventions sont alliées? Eh bien, en fait, elles ne sont pas liées, ce sont deux résolutions séparées, mais il y a des points en commun entre les deux. Donc, la résolution relative à la pollution et aux déchets chimiques, eh bien, pour la première fois, donc non seulement on a pris en compte hein, ces déterminants environnementaux, mais pour la première fois, les pays, les États membres hein, ont enfin demandé que cette approche One Health soit appliquée aussi au regard hein, de ces thèmes liés à la pollution et aux déchets chimiques. Alors cela est une étape clé très importante car en général, la santé, le One Health, c'était vraiment lié simplement aux maladies infectieuses, à la santé humaine et animale, aux maladies vectorielles, etc. Mais il n'y avait pas vraiment une approche de la pollution. On voit donc à quel point il y a une expansion hein, de cette compréhension. Donc, si One Health, c'est une approche véritablement qui inclut toute la société, tous les gouvernements, comment regarder au travers de ces lunettes hein, les différentes crises sociales et climatiques? Il faut donc s'adresser et regarder ces crises d'une manière complètement liée hein, depuis donc ces différentes dimensions de travail qui traditionnellement étaient séparées. Alors, je sais que cette résolution hein, sur donc, la pollution n'est pas complètement liée au thème qui nous intéresse, mais c'est tellement important. Et également la résolution sur les peuples autochtones. C'est la première fois qu'il y a une demande d'intégrer aussi One Health aux peuples autochtones. Alors pourquoi c'est si important? Eh bien, il y a eu généralement une dissociation des différents segments de la société. Donc, les peuples autochtones, en général, sont les plus vulnérables et sont aussi les plus impactés par les déterminants climatiques et par la pollution. Donc, si l'on a une approche holistique, intégrée, eh bien, c'est un développement très intéressant et qui vient vraiment à, à point nommé hein, en ce moment, dans ce contexte.
Alors en 2018, bien entendu, nous avons eu la pandémie entre-temps, mais en tout cas en 2018, euh, nous avons eu l'adoption d'un cadre inclusif et qui est basé sur l'approche One Health. Hein, donc, nous parlons de 2018. Alors, malheureusement, ce cadre a été complètement invisibilisé et puis, donc, la pandémie nous l'a fait oublier, ce qui est très dommage. Mais donc, il est nécessaire de se rappeler de comment intégrer ces populations vulnérables dans cette approche One Health. Et après cela, eh bien, nous avons eu les différentes résolutions de la COP, puis le cadre mondial pour la biodiversité. Nous avons donc aujourd'hui une opportunité incroyable de d'unir tous ces aspects pour donc avancer là-dessus. Merci beaucoup, Christina, pour ce résumé sur l'approche One Health. Ce que je souhaiterais avant de passer... Pardon, je vois que Sherika est revenue en ligne. Parfait, merci beaucoup. Nous sommes ravis de t'avoir ici. Donc, très rapidement, en ce qui concerne donc, les groupes les plus vulnérables qui sont donc touchés par ces crises, tu l'as bien mentionné, la question ici serait comment engager ces personnes vulnérables tout en appliquant l'initiative One Health. Je crois que voilà la question à avoir justement avec ces groupes vulnérables. Alan, si tu as peut-être quelques mots à dire là-dessus. Oui, alors c'est toujours une discussion en cours, bien entendu. Après la pandémie, de nombreux jeunes ont connu des situations très difficiles. Pas seulement donc pour la situation de la pandémie, mais parce que nous avons vraiment pu ressentir toutes les peurs qui ont émergé à ce moment-là. Et cela nous a mené à poser de nombreuses questions. Euh, donc, comment les jeunes vivent, comment nous ressentons cette expérience de la pandémie. Et donc, toutes ces questions autour de la maladie. Qu'est-ce que la maladie? De quelle manière une maladie peut mettre le monde entier dans cet état? Nous avons donc eu des conversations très profondes sur ces crises que nous vivons. Et une des questions également était comment les jeunes vont commencer à réfléchir à leur propre santé comme un tout, pas seulement ah eh bien je pense à ma santé lorsque je suis malade, mais vraiment prendre en compte donc cet aspect santé dans la vie quotidienne au sein des familles. Et vraiment prendre conscience de ce que signifie la maladie, la santé. Je me rappelle qu'à Mexico, par exemple, euh, il y avait une accentuation de la mort des bébés, des nouveau-nés. Et on s'est demandé pourquoi. Et dans ce cas-là, c'était à cause d'une pollution très importante. Et donc la réflexion est, que se passe-t-il et que pouvons-nous faire? Et je crois que c'est la même question que les jeunes se sont posées pendant la pandémie. Que pouvons-nous faire? Parce qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Nous avons donc commencé à faire des liens entre les maladies et les principaux moteurs
donc, de ces maladies, c'est-à-dire pourquoi à certains moments le monde connaît, hein, traverse ce processus de pandémie. J'en ai parlé, hein, depuis longtemps avec de nombreuses personnes, avec de nombreux jeunes. Et puis ensuite, la question a été, après la pandémie, que signifie la santé? Comment vivre après les conséquences, hein, de cette pandémie? Il y a donc de nombreuses expériences que nous avons tous connues et cela nous a mené aussi à faire de nombreux changements. Des changements profonds autour de notre identité, de ce que nous souhaitons faire de notre vie, ce que nous souhaitons étudier. De nombreuses personnes ont changé de profession, par exemple. Donc les discussions ne se concentrent pas seulement sur quoi faire pour être en bonne santé, mais aussi assurer une santé pour tout le monde. Hein, lorsqu'une population est saine, eh bien, il est très difficile et que les personnes tombent malades. Donc, que pouvons-nous faire en tant que jeunes? Eh bien, pour le moment, c'est vraiment réfléchir, hein, comment aborder ces crises avec les outils que l'on possède et voir ce qui est entre nos mains, hein, ce sur quoi nous avons un contrôle pour donc prévenir ce genre de crise. Et après donc la pandémie, hein, de nombreux jeunes ont dû prendre soin de leur famille ou ceux qui étaient seuls ont dû traverser ces maladies seuls. Donc vraiment, toutes ces questions nous amènent aussi à réfléchir à la prévention. Hein. Nous devons intégrer la prévention dans notre mode de vie. Nous avons parlé de santé mentale également, hein, comment prévenir les maladies mentales, comment préparer nos familles, comment préparer nos communautés. Et donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il est important de penser à la prévention et pas seulement à un médicament, par exemple, hein. Trouver des médicaments qui nous aident pour tout type de maladie. Merci beaucoup, Alan, pour donc nous partager la perspective depuis les jeunes. Alors, avant d'écouter Sherika, simplement, vous aviez dit avant que dans le plan d'action global, nous pouvons soutenir la mise en œuvre grâce à un corps de connaissances pour la biodiversité et la santé. Alors, passons, Sherika, maintenant, oui, à toi. Donc, ma question à voir avec donc le cadre, hein, sur les produits chimiques et son lien avec la biodiversité. Oui, alors lorsque l'on pense à l'approche One Health, lorsqu'on pense aux femmes et aux enfants, lorsque l'on regarde les produits chimiques, la pollution, eh bien l'approche One Health nous invite à créer des partenariats. Cela est une partie importante du processus pour vraiment atteindre les résultats attendus et discutés. En ce qui concerne les femmes et les enfants, eh bien, les femmes, hein, sont vraiment définies comme le nexus, comme le cœur de la santé et du développement des foyers. Elles sont les gardiennes, hein, d'un type spécifique de connaissances et de quelle manière pouvons-nous autonomiser les femmes grâce à l'éducation, en les engageant dans les discussions politiques et en protégeant, bien entendu, leur santé, leur bien-être au sein des environnements de travail et comment cela va se répercuter sur la protection des enfants et sur la société dans son ensemble.
Donc, nous souhaitons voir comment intégrer des discussions qui viennent de la société civile, comme nous le faisons aujourd'hui, au sein des discussions nationales avec les gouvernements, au sein des discussions avec les entreprises, les industries, pour vraiment rendre visibles les interconnexions, les liens entre tous ces domaines et toutes ces instances. Et comment est-ce qu'on voit l'impact de la santé des femmes sur l'agriculture? Parce que si les femmes ne sont plus capables de nourrir leur famille, eh bien cela va être compliqué. Il est important de protéger les femmes et leur santé des produits chimiques qui sont très souvent utilisés dans l'agriculture, parce que cela aura un impact sur leur famille, sur leur rôle au sein de la société. Donc, en tant que femme, je crois qu'il est nécessaire d'avoir ces discussions. Je suis une femme mariée, j'ai une famille, je travaille dans la prévention des poisons et des produits chimiques. Et je m'alimente également et j'alimente ma famille, car c'est moi qui prépare les aliments qui vont nourrir ma famille, mon mari, mes enfants. Et parfois, je dois travailler avec des produits chimiques, même dans mon propre foyer. Alors, que faisons-nous pour que des femmes comme moi soient protégées lorsqu'elles doivent manipuler des produits chimiques? Parce que toutes les femmes n'ont pas ces connaissances de ces produits chimiques. Donc, si je travaille dans un environnement agricole, par exemple, quels sont les standards politiques, les minima mis en place pour protéger la santé, les normes de sécurité? Quelles sont les politiques que les industries vont devoir mettre en place pour me protéger, moi et les femmes, dans mon cas? Et comment je peux connaître les droits qui sont les miens lorsque je travaille avec les industries chimiques, et est-ce que ces industries protègent ma santé? En ce qui concerne le manque d'aliments, les pénuries d'aliments, si je suis une femme qui travaille dans une communauté euh, avec des ressources très limitées, si je n'ai pas d'éducation préalable, si je ne peux pas fournir les valeurs nutritionnelles minimum à ma famille, comment je peux m'assurer que les industries vont protéger les aliments que je vais ensuite partager avec ma famille? Est-ce que les industries ont un impact et diminuent les aliments qui étaient autrefois disponibles? Et lorsque l'on regarde la perspective de genre, l'exposition à un produit chimique est aussi différente. Nous avons besoin de standards, de programmes qui effectuent le suivi des produits chimiques dans les communautés agricoles. Nous avons besoin de politiques qui abordent le bien-être et la santé des femmes. Et il doit bien entendu y avoir un financement de ces processus, car le financement est au cœur des discussions. Qui sera responsable? Quelles entités seront responsables de financer ces secteurs de biodiversité qui m'affectent moi en tant que femme et toutes les autres femmes? Et je parle principalement des femmes qui viennent de communautés pauvres, car ce sont elles qui n'ont pas les connaissances pour connaître cela. Elles n'ont pas les informations pour leur donner cette autonomisation. Il est donc important de leur permettre qu'elles puissent acquérir cette autorité de parler pour elles-mêmes et de défendre leur santé. Il faut donc inclure cela dans les cibles pour que les résultats soient faisables et pour que les discussions puissent avoir lieu dans ce cadre. Merci infiniment, Sherika, d'avoir partagé votre point de vue. Donc, Sherika travaille
dans une organisation qui s'appelle CARPIN. Et donc, CARPIN, c'est le réseau d'information des Caraïbes sur les pollutions. Et je voudrais aussi, Sherika, te poser une question sur ton expérience de construire des liens et des ponts. Donc, étant donné que vous avez participé dès le début à la mise en place du partenariat sur le genre et les produits chimiques, pourriez-vous me parler de votre expérience dans la mise en place de ce partenariat multipartite et des enseignements que vous en avez déjà tirés? Et donc, comment nous pouvons utiliser ces partenariats pour jeter des ponts et maximiser notre impact? Donc, effectivement, oui, je peux tout à fait répondre. Donc, ce qui se passe dans cette expérience incroyable, c'est que nous formulons un plan pour voir comment différentes parties peuvent partager leurs connaissances, leurs expériences et avoir une feuille de route collective pour traiter ces problèmes que nous rencontrons dans la société. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut combler ces lacunes? Donc, on regarde le secteur de la santé, des médias, les industries. Et tout cela veut dire que les gouvernements, à travers le secteur de l'éducation et de la santé et de l'agriculture et de tous les régimes politiques, ont des discussions réelles avec la société civile pour comprendre leurs besoins et formuler des programmes avec eux et déterminer leurs interventions avec les acteurs de la société. Et donc, l'industrie peut jouer son rôle dans la mise en œuvre de ces processus et en proposant notamment des processus de formation pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Et donc, si l'on regarde le marketing des produits chimiques, le message qui est proposé par les médias, qu'est-ce qui est dit par ces médias? Beaucoup de personnes ne comprennent pas les dommages qui peuvent être engendrés par les produits chimiques sur leur corps. Si nous avons les moyens d'obtenir euh, des canaux de diffusion d'informations claires et complètes à travers les médias sur les produits chimiques, alors nous pourrons montrer comment est-ce que les personnes peuvent se protéger de ces produits, notamment à travers des programmes de formation dans les écoles, pour qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on construit euh, dans les systèmes d'éducation euh, des mailles curriculaires qui nous permettent de toucher à ces sujets avec les futures générations. Et c'est long de travail que nous discutons ensemble et sur lesquels nous faisons des recherches. Et donc cela vient de mon expérience avec l'Institut MSP et les conversations sur les produits chimiques. C'est un peu comme ça que nous voyons les possibilités de mettre en place ces ponts. Merci, merci infiniment, Chérika, de nous avoir partagé votre expérience sur la façon de construire ces ponts. Et je voudrais maintenant demander à l'ensemble des participants et des participantes euh, de nous partager leurs commentaires et questions. Donc, on a entendu la perspective des jeunes, on a entendu une perspective sur la construction des ponts de façon multipartite, on a entendu une perspective depuis le programme Une seule santé. Et je voudrais maintenant ouvrir la parole. On peut maintenant avoir une conversation plus ouverte avec les panélistes qui sont ici. Oui, merci. Bonjour, oui, je vous connais. Alors, je vous invite à vous
présenter à tout le monde. Bonjour, je suis euh, Umaru Kolaumna et je suis du réseau de populations autochtones pour la gestion durable des forêts en RDC et au Cameroun. Et donc, c'est l'organisation qui s'appelle Repaléac, qui est présente dans différents réseaux, dans différents pays d'Afrique centrale et qui travaille notamment sur les questions de biodiversité. Durant les 2 dernières années, nous avons travaillé pour opérationnaliser le concept d'une seule cité, avec notamment des réunions régionales, et nous avons pu mobiliser des ressources pour commencer à mettre en œuvre ce concept, notamment dans ma communauté. Et l'une des aires protégées euh, au Cameroun a également travaillé là-dessus. Et l'un des défis les plus importants, c'est qu'on a un très faible soutien institutionnel. Manque d'outils pour sensibiliser les peuples autochtones et les communautés locales qui sont les victimes de ces situations. Et donc, je voudrais demander aux collègues s'ils ont aussi des expériences qu'ils peuvent nous partager, qu'elles peuvent nous partager sur la mise en œuvre de cette approche une seule santé et si ces outils existent, comment est-ce qu'on peut y accéder en tant que communauté autochtone? Et comment est-ce qu'on peut communiquer les résultats de ce qu'on fait au niveau local, au niveau international? Christina, si tu veux répondre directement, tu peux ouvrir ton microphone. Merci infiniment de partager cette expérience qui m'inspire énormément et qui me donne de l'espoir pour le futur. Comme je disais, pour l'OMS, c'est nouveau travailler d'une façon beaucoup plus euh, spécifique avec les peuples autochtones et me, je suis très émue d'entendre cette expérience. Donc, on voit aussi un certain nombre de changements sur les mécanismes de financement qui sont en train de se développer. Et donc, il y a notamment un fonds qui s'appelle Nature pour la santé, donc Nature for Health, donc qui est un fonds qui a été mis en œuvre pour faire face à la perte de biodiversité et au changement climatique dans une perspective une seule santé. Donc, c'est très en lien avec le CMB et c'est aligné avec le plan d'action mondial sur la santé et la biodiversité. Et donc, les éléments centraux de ce plan, c'est d'assurer qu'il y a une implication locale et une composante locale pour s'assurer que les travaux soient vraiment menés par les communautés au niveau local, ensemble avec les gouvernements locaux et régionaux. Donc, j'aimerais beaucoup parler avec vous sur cette initiative, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et il y a aussi des grands réseaux sur le thème Une seule santé, où il est possible de partager les expériences qui existent. Et il existe aussi un réseau universitaire que vous pouvez contacter sur ce sujet pour partager notamment les meilleures pratiques. Et donc, au niveau plus immédiat, je vous prie de partager votre expérience avec nous de façon plus directe, puisque pendant qu'on réfléchit,
à la façon d'avoir ces initiatives qui soient donc menées par des peuples autochtones. On a besoin d'entendre votre expérience pour voir comment est-ce qu'on peut réfléchir aux défis que vous affrontez. Donc, merci infiniment pour cette intervention et veuillez rester en contact avec nous. Ok, je voudrais aussi donner la parole à Sherika et je voudrais rappeler aux intervenantes que nous apprécions les réponses courtes pour qu'on puisse profiter de temps. Oui, bien sûr. Donc, Christina a partagé des choses très, très importantes et je rejoins ces mots et je voudrais aussi dire que il est important de, de, d'engager et d'impliquer les autorités locales dès les premières phases du programme, euh, dès les premières phases du design du programme. Parce que souvent, euh, il y a déjà des actions des gouvernements locaux et donc cela peut permettre de créer un pont entre votre programme et les actions du gouvernement. Et souvent, cela peut permettre d'obtenir des ressources qui peuvent être partagées dans les communautés, au-delà du fait d'utiliser Internet. Donc, je vous invite à faire cela. Et je voudrais aussi souligner le fait qu'il est important d'impliquer les jeunes dès le départ dans ces discussions, puisque souvent les jeunes ont la capacité d'utiliser ces ressources qui sont générales et cela peut vous permettre d'avoir plus de contenu pour la communauté. Donc, c'est toujours bon d'avoir cela et d'avoir des jeunes non seulement dans la participation, mais aussi dans le processus de planification. Est-ce que parmi les participants ou participantes, il y a d'autres questions? Peut-être parmi les participants en ligne ou participantes en ligne? Vous pouvez aussi lever la main sur Zoom. Donc peut-être pas maintenant. Je voudrais aussi demander aux panélistes, donc quels pourraient être les mécanismes de participation les plus appropriés qui pourraient être mis en œuvre au niveau de locaux et nationaux pour avoir la participation de de toutes les parties prenantes dans les processus de prise de décision? C'est une grande question, mais je me permets de la lancer. Christina, on a besoin que tu allumes le micro si on veut que tu sois entendue sur Zoom. Oh, ce que j'allais dire, c'est que quand on parle de droit d'accès à l'information, c'est lié donc à l'information qui est partagée par les gouvernements ou par les industries. Et quand on discute de la participation, cela dépend des espaces. Donc, au niveau des communautés, il est important qu'on puisse prendre part au processus pour le bien-être des communautés. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire au niveau local, d'impliquer donc les différentes pour le bien-être et la santé des communautés. Au niveau national,
Donc, on a besoin d'avoir ces processus pour la prise de décision. Et cela peut être compliqué dans certains espaces, mais donc l'importance est qu'il y ait des espaces les plus ouverts possibles. Et donc, pas seulement dans les processus de prise de décision, mais aussi dans la planification sur les questions de santé. Oui, en effet, ce sont des points, très importants et je pense que nous devons créer les conditions pour que les jeunes puissent participer plus, que les femmes puissent participer plus. Et avec les médias sociaux, il est beaucoup plus facile, d'une certaine manière, non, de se mobiliser. On peut voir comment des messages qui commencent peut-être, d'une manière assez, limitée et puis finalement ont un impact global important. Donc allons-y et je pense que, tout le monde, hein, nous enseigne, donc je crois que les jeunes vont vraiment nous apprendre, nous enseigner à utiliser ces outils. Et il y a donc ici, voilà, tout un travail à faire à plusieurs niveaux. Mais si on va donc du local au global, eh bien nous sommes tous, hein, toutes responsables de faire en sorte que les mécanismes nécessaires soient créés, de faire en sorte que ces voix soient entendues. Et c'est cela que j'essaye de faire, hein, et de créer des précédents, des exemples. Il- Le plus important, ce n'est pas seulement le lieu qu'on occupe dans un gouvernement. C'est plutôt quels sont les acteurs clés, les parties prenantes que nous devons réunir à la table pour faire face aux défis qui sont d'actualité. Et d'aller au-delà, hein, des différences culturelles, des différents formats que chacun, chacune est connaît. Alors bien entendu, c'est important, c'est une question à regarder, hein, plus en profondeur et je pense que justement, les jeunes, c'est à vous de nous aider là-dessus. Chérika, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Oui, très brièvement, il y a trois points sur lesquels les gouvernements peuvent vraiment créer du lien avec les communautés. Alors le premier point, c'est ce qu'on appelle l'engagement public. Alors pour certaines politiques, euh, les documents sont partagés avec la société pour commentaires. Donc si cela existe dans vos communautés, regardez les documents qui sont disponibles et commentez ces documents. C'est un moyen de faire entendre votre voix. Il y a également d'autres réunions parfois qui sont organisées pour entendre donc la société civile. Allez-y pour pouvoir faire passer vos visions. Il y a parfois des petits groupes de discussion. Certains secteurs de la société sont invités pour partager leur perspective sur un thème. Il y a donc des outils, hein, des opportunités. Saisissez-les pour faire entendre votre voix dans les discussions politiques. Merci beaucoup pour cela, Sherika. Avant de terminer, nous avons une dernière question qui a à voir avec le Substar. Et nous allons, avant de prendre cette question, partager une dernière vidéo. Donc une vidéo d'un collègue qui nous a aidés à organiser cet événement. Ou alors nous vous encourageons vraiment à connaître bien ce contexte, à vous rappeler des aspects clés, des choses qui ressortent principalement de ces documents, de ces échanges. Et nous souhaitons donc partager une belle vidéo, hein, d'un de nos partenaires
qui va vous donner quelques points clés sur cet agenda. Et donc, Soumina, si tu peux nous partager la vidéo, s'il te plaît, merci beaucoup. Les produits chimiques sont partout. Environ 350 000 produits chimiques sont sur le marché par an. Et cela va doubler d'ici 2030. Donc, tous les jours, partout, les personnes de tout genre sont en lien avec ces produits chimiques. Selon les genres, il y a des attitudes différentes, mais on ne considère jamais le genre dans la gestion des produits chimiques. Toutefois, cette approche nous aide à voir plus clairement. Par exemple, ces lunettes, cette approche peuvent nous faire comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas attentives aux dangers des produits chimiques. Et les femmes, en général, gagnent moins, ont donc moins de protection, ou parfois n'en ont aucune. Car ces combinaisons sont souvent dessinées pour des corps masculins et occidentaux. Les médicaments également généralement ne prennent pas en compte la perspective de genre avec des effets très différents. Il est très important de regarder les différentes phases des femmes enceintes ou des personnes transgenres. Par exemple, lors de la gestation, de la ménopause, il y a des risques élevés pour la santé des femmes et également la santé des personnes LGBT. Il y a également des impacts sur la santé du spermatozoïde et de la fertilité. Et la qualité de la santé a beaucoup diminué, ça peut être une des raisons, donc cette pollution chimique. Donc, regarder cela depuis une perspective de genre nous permettent de créer de nouveaux chemins, de nouvelles politiques qui prennent en compte tout le monde. Donc, utilisons l'approche du genre et investissons dans les activités de genre, car la justice de genre, c'est la chimie dont on a besoin. Merci beaucoup pour cette vidéo très intéressante. Et je voulais donc poser une dernière question. Les synergies entre les produits chimiques et la biodiversité, est-ce qu'on peut avoir une réponse courte? Oui, alors ça va être un peu difficile, mais bon. Non, alors, c'est le début d'un partenariat. On parle de la biodiversité, on parle de la santé. Et il y a tellement de choses qui sont en train de se passer en ce moment, tellement de décisions qui sont prises. Donc, ce que l'on veut vraiment faire, c'est faire entrer la biodiversité et accroître nos connaissances sur ces liens avec les produits chimiques. Si l'on regarde donc le cadre global sur les produits chimiques, eh bien, on voit la même chose. On voit à quel point il y a des liens avec la biodiversité, la santé. Et cela est aussi lié à la cible 7, qui a à voir avec la pollution et les produits chimiques. Mais nous en sommes encore loin d'avoir une clarté sur ces liens. Et nous avons un groupe de travail sur le genre et les produits chimiques. Donc, il faut vraiment créer des synergies entre ces différents espaces de travail pour créer des collaborations. Je ne vais pas en dire plus parce que je pourrais en parler pendant très longtemps, mais vraiment, l'invitation, c'est de travailler ensemble, de faire des liens entre les différents espaces d'expertise. Et simplement pour terminer, un dernier point important, nous avons parlé des aspects socio-culturels des peuples autochtones. Toutefois, le point vraiment important ici est de parler de la santé intersectionnelle et reproductive. Nous n'avons pas parlé de cela encore. On parle de bien-être, on parle donc de la santé physique, mentale, etc. Mais lorsque l'on parle de santé sexuelle et reproductive,
eh bien, nous n'avons pas non plus d'approche de genre. Parfois, on dit, ah non, c'est juste un problème des femmes, mais ce n'est pas le cas. Et c'est là que les jeunes entrent en compte. Cette génération est nécessaire. Si vous ne luttez pas pour vos droits, eh bien, que se passera-t-il pour la génération suivante? Donc, voilà ce que je souhaitais dire et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Tina, pour cette intervention et ces paroles. Je voulais laisser peut-être l'espace pour une dernière question. Donc, nous sommes au SEPSTA 26. Euh, De quoi avons-nous besoin? Que devrait apparaître hein, sur les documents, sur la diversité, la santé, qui sont donc partie de l'agenda? Alors, Tina nous a donné sa réponse hein, concernant la reproduction, la santé reproductive et sexuelle. Alors, et je crois que nous avons que 10 secondes et j'aurais besoin de au moins 1 heure et demie pour répondre à cette question. Mais bon, honnêtement, je crois que nous avons besoin d'avancer là-dessus. Nous avons attendu tellement longtemps. Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Toutefois, on peut renforcer les documents qui existent. Alors, plusieurs points là-dessus. Vraiment prendre en considération la santé des peuples autochtones. Il n'y a pas de connexion réelle dans ce document avec la santé des peuples autochtones. Donc, il faut renforcer cela. Autant dans le plan d'action global sur la biodiversité et la santé et dans le cadre mondial pour la biodiversité, donc Commis Montréal. Oui, pardon, je ne me rappelle même plus comment on l'appelle. Voilà, merci. Merci les jeunes. Et je pense que nous avons aussi besoin de renforcer tout ce qui a trait aux médecines ancestrales. Hein. Ça en lien avec la discussion sur les produits chimiques, car nous ne portons pas assez d'attention aux produits chimiques et à la pollution en lien avec ces médecines ancestrales. Donc, je crois vraiment le point essentiel, c'est de faire en sorte qu'on prenne en compte tous les éléments de ces crises. Alors, c'était plus que 10 secondes, désolée. Alors, rapidement, en tant que jeune, le premier point, c'est la justice et l'équité intergénérationnelle sur lequel nous devons travailler plus. L'autre point à voir avec l'éducation et qui apporte une transformation. Éducation sur la santé, éducation sur l'environnement. Mais cela va au-delà de ça réellement. Hein. Il faut faire un lien entre toutes les décisions et voir de quelle manière ces décisions pourront aider ou pas à stopper les moteurs de perte de la biodiversité. Autre point important, il me semble, hein, selon mon expérience, c'est la connaissance traditionnelle. Cela aide à la prévention. Dans les connaissances traditionnelles, il y a une compréhension très profonde des cycles des maladies. Si on pense hein, au niveau écologique, je crois que c'est nécessaire de mettre ça sur la table. Oui, parfait. Et cela est en lien avec les systèmes de santé. Nous sommes donc complètement alignés. Allons-y. Chérika, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Aïe, aïe, aïe. Christina, c'est jeune. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je pense que tout est dit d'ailleurs. Vraiment renforcer l'accès à l'information pour tous les acteurs doit être aussi sur la table. Hein, et je reprendrai le point de Tina sur la santé reproductive. Cela peut être une conversation que nous pouvons avoir. Euh, et lier cela avec l'exposition aux fertilisants et aux produits chimiques. Et là, nous avons des campagnes qui sont très marquées par les hommes
pour donc favoriser, promouvoir, hein, l'utilisation des produits chimiques et je suis ravie que vous en ayez parlé. Je crois qu'il faut, renforcer cela, le souligner, le rendre encore plus visible, hein, dans le cadre mondial, parce qu'il y a un lien entre les produits chimiques et les organes sexuels féminins et masculins. Donc merci, d'avoir rappelé cela. Merci beaucoup, Sherika. Je crois que toi aussi, tu l'as bien, souligné. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes ici. Merci pour les discussions que nous avons eues. Et si on peut simplement se retrouver tous dans le fond de la salle pour prendre une photo. Et nous sommes ici avec Sherika. Reste là, reste avec ta caméra allumée parce que nous allons prendre une photo de groupe. Essayons, allons-y.